Bonjour à toutes et à tous. Les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Bruno Retailleau, sénateur de Vendée et président du groupe LR au Sénat. Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, on va beaucoup parler, pour commencer, de finances publiques et on va beaucoup parler du CETA pour commencer. C'est au Sénat aujourd'hui. Est-ce que vous allez voter contre le CETA, l'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada, signé en 2016 et déjà appliqué ? Bien sûr, je voterai contre. Et nous serons une très grande majorité dans mon groupe à voter contre. Et je vais vous en expliquer les raisons. Parce qu'on ne peut plus aujourd'hui importer des pratiques, des molécules, en l'occurrence du Canada, qu'on interdit pour nos agriculteurs en France. Moi, j'ai assisté pendant 30 ans au démembrement de l'industrie française, qu'on a soumis entre deux mâchoires, et c'est la même chose pour l'agriculture, très peu de règles, un laisser-faire au niveau des frontières extérieures européennes. Il y avait le dogme du libre-échangisme. Et à l'intérieur, une suradministration. L'industrie française est morte de cela. Mais vous avez défendu le libre-échangisme. J'ai voté au pouvoir. J'ai voté. Vos majorités ont défendu le libre-échangisme. Jean-Jacques Bourdin, j'étais en 94. Oui. Jeune député. Oui. En 94, il y a un acte fondamental, le GATT se transforme en OMC, les accords de Marrakech. J'ai voté contre. Oui. J'ai voté contre et à l'époque, j'ai expliqué que ces accords mèneraient à la désindustrialisation de la France parce que on est un pays surfiscalisé en plus et suradministré. Et la France est le pays d'Europe, vous savez, qui s'est le plus désindustrialisé. Donc on a perdu ce socle de production et on est en train de perdre, depuis 10 ans, le socle de la production agricole. La souveraineté, tel qu'il a été négocié. Je vous rappelle que le CETA a commencé à être négocié en 2008. C'est un accord qui est daté. On a changé d'époque. 2016. Il a été négocié 2008 et signé 2016. On n'est plus à l'époque de la mondialisation heureuse. C'est le retour de la souveraineté. On l'a vu pendant le Covid. Regardons quand même le résultat de cet accord. L'Europe a exporté 6 fois plus de viande bovine vers le Canada que l'inverse. Les exportations françaises vers le Canada ont bondi de 33% grâce à cet accord. Plus 24% pour le vin, plus 60% pour le fromage. Mais qu'allez-vous dire aux producteurs de camembert, de pruneaux d'Agen, de Roquefort? Qu'allez-vous leur dire? Eh bien, je vais leur dire, vers le Canada. Je vais leur dire que on exporte très peu de fromage. On a atteint nos contingents. 6500 tonnes. On n'exportera pas plus. C'est une goutte pour le fromage français. Eux, ils n'ont pas atteint. Ils n'ont pas atteint, eux, leur contingent. Par contre, sur la viande bovine, ils sont au tout début. Vous savez combien de viande bovine canadienne entre en France? Très peu aujourd'hui. 0,0034% de notre consommation. Oui, mais c'est 0,0034%. C'est comme la lentille. C'est un très bon exemple. La lentille, hier, était, si j'ose dire, bridée par nos standards, et notamment par les règles phytosanitaires. Eh bien, le Canada a réussi, dans le cadre de cet accord-là, à faire augmenter les doses de molécules, ce qui fait on importe de la lentille canadienne à des doses à 50 ou 60 fois plus que ce qu'on permet à nos agriculteurs de mettre. Ça n'est plus possible. La main sur le cœur, les élus, il y a quelques semaines pendant la crise agricole, ont dit, écoutez, il est hors de question désormais d'importer une agriculture d'extérieur, d'où qu'elle vienne d'ailleurs, qu'on interdise en Europe et en France. Il faut renoncer à tous les traités de libre-échange? Non, il faut les équilibrer. Je vais vous dire, il faut les équilibrer. Et il faut les équilibrer, et je pense qu'avec le Canada, on a un rapport de force qui est favorable. Pourquoi? On ouvre au Canada, pays de 35-38 millions d'habitants, un immense marché de 450 millions d'habitants. C'est eux qui profitent de nous, d'abord. Et quand vous me disiez, oui, mais regardez les exportations, 33% de plus. Attendez. Le rythme du commerce mondial, depuis l'ouverture, depuis 7 ans, c'est 35%. Donc, le rythme de croissance vis-à-vis des exportations canadiennes, des flux entre l'Europe et puis le Canada... Plus 142% pour les textiles et la chaussure vers le Canada. Vous verrez, le Canada a plus intérêt que nous. Moi, je veux qu'on a des grandes activités de production. On avait l'industrie. On en a de moins en moins. D'accord ? On a encore l'agriculture, de moins en moins. Je vous rappelle que l'agriculture française, il y a 10 ans, était la deuxième exportatrice après l'agriculture américaine. Aujourd'hui, rétrogradée en 5e place. Jusqu'où ira-t-on? Donc, ce qu'on va envoyer, le message qu'on veut envoyer, c'est pas du tout pas de libre-échange. C'est oui au libre-échange,
mais un libre-échange équitable et qui préserve notre souveraineté. Monsieur Poutine nous a montré que l'arme alimentaire, le blé, c'est une vraie arme. Les Américains le savent très bien, qui protègent, eux, leur agriculture. Eh bien, oui au libre-échange, mais dans un cadre loyal. Bien, je vais vous parler de Vladimir Poutine, je vais vous parler de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, évidemment. Nous avons parlé finances publiques. À propos de l'Ukraine, un mot, puisqu'on parle d'agriculture et d'Ukraine, vous avez parlé de Vladimir Poutine. Imaginons que la Russie mette la main sur les terres céréalières d'Ukraine. Vous imaginez la catastrophe ? La catastrophe, bien sûr. C'est pas seulement une catastrophe agricole, d'ailleurs. Oui. Ce serait une catastrophe géopolitique. Parce que après qu'il aurait mis la main sur ces terres-là, ce seraient les pays baltes, pays européens, qui se retrouveraient en première ligne. Bien, je vais revenir sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais parlons des finances publiques. Réunion importante hier soir à l'Élysée. Emmanuel Macron a invité les chefs de la majorité. Est-ce que vous sentez que le gouvernement panique et que le président de la République panique sur ces questions de finances publiques ? Bien sûr, il y a une panique. Et la panique, c'est parce qu'il y a la date du 26 avril. Le 26 avril, 2 grandes agences de notation internationale risquent de dégrader la note française. Le problème, c'est que, notamment au Sénat, ça fait des mois et des mois que nous les avons avertis. Nous avons dit que pour le budget 2023, il était insincère. On nous présentait une croissance à 1,4%. Ils le savaient, jamais ils ne pourraient faire. L'économie française ne ferait 1,4%. Le consensus des grands établissements économiques, c'était autour de 0,8%. Et on a dit, ils ont dit, on fait des économies. Mais c'était des fausses économies. C'était notamment 14 milliards d'arrêt du bouclier énergétique, qui est une dépense exceptionnelle. Quand on arrête une dépense exceptionnelle, c'est pas une économie pour le futur, vous voyez. Donc, on avait proposé, nous, au Sénat, 7 milliards d'économies. C'est pas rien, une opposition responsable qui dit on met sur la table. Il paraît que vous avez déposé à l'Assemblée nationale 1847 amendements lors du budget pour 124 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. C'est vrai ou pas ? Moi, je préside le groupe au Sénat. À l'Assemblée nationale, c'est ce que dit le gouvernement. Alors, ce que je sais, j'avais fait le point avec Éric Ciotti là-dessus. Ils avaient déposé des amendements, parfois qui prévoyaient des dépences, mais au total, il y avait 25 milliards d'économies. Voilà, c'est ce que je sais. J'ai pas été calculé. Mais où feriez-vous des économies ? Si vous étiez au pouvoir, où feriez-vous des économies aujourd'hui ? Alors déjà, pour équilibrer le budget de l'État. On l'a prouvé. Il y a des économies à chaud. C'est des économies qui font mal, parce qu'elles ne sont pas préparées. Lesquelles ? On en a proposé 7 milliards. On a proposé, par exemple, on avait proposé de passer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Oui, ça Résultat, 400 millions. Non, mais 400 millions. Voilà. Bon. Nous, on avait proposé 7 milliards. Je vais pas, c'est un catalogue d'une vingtaine de mesures, mais ce qu'il faut faire, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il faut réformer l'État et réformer... Baisser le nombre de fonctionnaires ? Oui, il faut réformer l'État et réformer le modèle social. Bon, alors, je vais entrer dans les détails. Il faut faire les deux. Baisser le nombre de fonctionnaires ? Oui. Moi, je me souviens de François Fillon qui proposait quoi ? 150 000 fonctionnaires de moins ? Plus, sans doute. Il faut baisser de combien le nombre de fonctionnaires ? Je ne sais pas. En tout cas, il ne faut pas. Pour l'administration... moins de fonctionnaires. Pour l'administration administrante. Parce que on a des fonctionnaires, je vois, Marie, par exemple, dans les départements, les préfectures sont à l'os. Et on a besoin d'un État présent au niveau territorial. Ces fonctionnaires Je les trouve dans les grandes administrations centrales. C'est eux qui produisent de la norme. Et donc, on aura double bénéfice. Bénéfice en salaire, mais surtout bénéfice normatif. Et si on débureaucratise la France, ce sont des milliards. J'ai plein de questions. Ne pas augmenter le point d'indice des fonctionnaires ? Faut le geler ? Moi, non, c'est pas là qu'on trouve. Mais ça, on le fait... Alors, c'est très intéressant, votre question. Oui. Parce qu'on a cessé d'augmenter la fonction publique. Cette année encore, plus 8 000. L'an dernier, plus 11 000. Ça fait des centaines de milliers en plus depuis 20 ans. Est-ce que pour autant, nos services publics vont mieux ? Donc, on a voulu jouer le nombre et appauvrir. Donc, il faut dire aux fonctionnaires qu'on a besoin d'eux, pas en surnombre. Si on veut des fonctionnaires bien payés, il faut les diminuer. Il faut diminuer le nombre. Diminuer le nombre. On peut pas sinon. Alors, comme les autres pays européens. Il faut revenir sur l'indexation automatique de toutes les prestations sociales, le SMIC, les pensions de retraite. Écoutez, moi j'ai voté, j'ai porté, moi, je vais vous dire, par esprit de responsabilité, je suis dans l'opposition, j'aurais très bien pu, je savais que c'était une mesure qui n'était pas populaire. Moi j'estime qu'on ne met pas assez de travail dans la machine, dans l'économie française. C'est un des problèmes d'ailleurs. C'est-à-dire plus de travail. L'indexation ? Et moi je suis pour l'indexation. On a dit aux Français... favorable à l'indexation ? Mais bien sûr, on a dit aux Français... Ça coûte cher, l'indexation. Bien sûr, mais le deal au moment des retraites, on va travailler plus...
pour pouvoir justement augmenter le niveau de vie des retraités, des petites retraites. Donc on ne touche pas à ça. Non, on touche à la quantité de travail, à tous les bouts, si j'ose dire. Au début, avec les jeunes, avec l'assurance chômage. Mais oui, et je suis pour la remise en cause des 35 heures. Oui. Elles ont mis en l'air l'hôpital français. Elles ont mis en l'air l'économie française. On est le pays d'Europe qui travaille le moins. Vous voulez remettre en cause les 35 heures? Bien sûr. Bon, oui, mais comment? Est-ce que vous avez déposé une proposition de loi? Pourquoi ne le faites-vous pas? Mais on l'a fait. Fait. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que plus on travaille, les heures travaillées de plus, c'est déjà pour partie le cas, soit à la fois désocialisées, c'est-à-dire moins de charges sociales, c'est en partie le cas, trop peu, et défiscalisées. Mais tant qu'on ne travaillera pas plus, le pays s'appauvrira. On a perdu, regardez, les Allemands, il y a 20 ans, même niveau de vie. 20 ans après, la perte de niveau de vie par rapport à un Allemand, un Français, 5 000 euros. L'économie allemande n'est pas florissante non plus en ce moment. Ça va beaucoup mieux. Je préfère être... malheureusement, en Allemagne, parce qu'il y a une industrie, par exemple. Parce qu'il y a l'industrie. Et que les salaires dans l'industrie sont bien plus importants, parce que la productivité est plus élevée. Est-ce qu'il faut durcir l'assurance chômage? Bien sûr. Les conditions? Oui. Bien sûr, il faut vous voterez les propositions gouvernementales? Tout comme on les a votées. Vous aurez remarqué que cette réforme-là, nous l'avons... Il y a déjà eu 2 réformes, si j'ose dire, sur l'assurance chômage. Eh bien, nous les avons votées. Et couper dans les dépenses sociales? Est-ce qu'il faut couper dans les dépenses sociales? Il faut en tout cas... Pour faire des économies? Il faut couper dans un certain nombre de dépenses sociales. On a fait des propositions. Lesquelles? Par exemple, nous avons voté, le gouvernement ne l'a pas appliqué. Vous savez qu'on a des millions de plus de cartes vitales qu'il n'y a de Français. Donc il y a de la fraude. Alors certains disent il y en a 1 ou 2 millions, d'autres ça va jusqu'à 6 ou 7 millions. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes. Peu importe. À raison de 3 000 euros de dépenses sociales, de dépenses de santé par les Français, c'est de toute façon des milliards. Nous avions fait une proposition qu'on a votée d'une carte vitale biométrique. Je me réjouis. C'est un thème qui est en train de revenir à la surface. Le Premier ministre qui le propose. Mais ça fait 2 ans qu'on l'a voté. Pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi est-ce que pendant les retraites, on s'est aperçu que dans des pays du Maghreb, en Algérie, il y avait des retraites qui étaient touchées par des gens qui sont morts? Qu'est-ce qu'on fait? Les certificats de vie, ça sert à quelque chose ou pas? Je reviens sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce qu'il faut récupérer les intérêts des avoirs russes bloqués en Europe? Oui. Pour financer l'Ukraine, l'aide à l'Ukraine? Oui. Oui. Il y a discussion à Bruxelles. Alors, il y a un cadre juridique, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a du droit, et on dit, ce que je comprends parfaitement, nous, l'Ukraine, finalement, c'est la bataille du droit contre la force. Bon, donc il faut qu'on soit du côté du droit, et on ne peut pas geler n'importe comment, mais je dois dire que autant les sanctions qu'il fallait néanmoins faire ne marchent pas, les Russes les ont contournées très largement, elles n'ont pas affaibli la Russie. Pour l'instant, elles ne marchent pas. Ben non, mais je suis favorable à ces gels. Alors, en numéro 3 de la liste de François-Xavier Bellamy, le général Pomard. Gomard. Un Vendéen. Gomard, c'est un Vendéen. Gomard. C'est forcément un bon. Dites-moi, mais c'est fini. Il ne posera plus en uniforme sur les affiches, ça, c'est fini. Hein. Bon, c'est une petite erreur, mais oublions cela. Il a quand même déclaré, ce que je n'oublie pas, le 7 avril 2022, je le cite, « En fournissant des armes à l'Ukraine, on fait tout pour faire continuer la guerre, il y aura plus de morts. » Il s'en est expliqué. C'était en 2022. Et, en avril 2022, 2 mois après le 24. Le 24. Il s'en est expliqué, et je pense que l'intérêt d'avoir Christophe Gomard avec nous, c'est qu'il a été le patron du renseignement militaire, il connaît parfaitement ce genre de choses, et ce qu'il a indiqué, c'est que lui craignait à l'époque que nous ayons, nous, en France, le statut de co-belligérant. Et le statut de co-belligérant nous aurait fait entrer dans la guerre. C'est ce qu'il voulait dire lorsqu'il avait fait cette déclaration. On n'y est pas entré, mais il s'est expliqué depuis, et je trouve que les explications m'ont convaincu. C'est clair, nous n'avons pas le statut de co-belligérant dans cette Non, dans on cette en guerre approche entre l'Ukraine et la dangereusement. Russie. On en approche dangereusement. J'ai critiqué la déclaration d'Emmanuel Macron qui n'excluait pas d'envoyer des troupes au sol, parce qu'alors là, nous aurions mais à moyen terme, n'était-ce pas une déclaration efficace? Non, vous voulez rire? Non, je vous pose la question. C'était une déclaration visant à créer un climat de peur pour instrumentaliser la guerre en Ukraine. C'est extrêmement grave.
à des fins électorales pour l'élection européenne, pour polariser entre Renaissance, c'est-à-dire son parti, son camp, et le camp du Rassemblement national, qui n'a jamais été très net vis-à-vis de la Russie. Si, franchement, ça avait été réfléchi, alors il aurait concerté les partenaires. Il s'est réfugié derrière ce qu'il a appelé une ambiguïté stratégique. L'ambiguïté stratégique, au sens militaire, c'est de créer de l'incertitude. C'est la dissension nucléaire. Voilà. Mais l'ambiguïté stratégique, c'est l'incertitude. C'est la force d'un pays qui possède l'arme nucléaire. Sauf que là, il a fait tout l'inverse. Parce qu'il a obligé Londres, Washington, Berlin, Rome, Madrid, etc., à dire non, jamais on n'enverra de troupes. Donc il n'y a pas eu d'ambiguïté stratégique. Il a forcé nos partenaires, justement, à se découvrir. Donc on a été isolés et il y a eu une cacophonie. Non, ça a été... C'est terrible, ce président. Je pense que pour qu'un État tienne son rang sur la scène internationale... Qu'est-ce que vous voulez dire par « c'est terrible, ce président » ? C'est terrible, ça me désole. Allez au fond de votre pensée. Ça me désole. Vous voyez, je suis un officier de réserve et je vais au fond de ma pensée. Je constate qu'en France, en Europe, la France est affaiblie. Pourquoi ? Parce que nous sommes les cancres en matière budgétaire. Nous avons un des pires endettements. Seules la Grèce et l'Italie font moins bien. Et encore, la Grèce est au niveau... C'est le principal reproche que vous faites à Emmanuel Macron ? Non. Et en Afrique ou ailleurs, la France est affaiblie. Pourquoi ? C'est ce que je veux vous dire. Tout simplement parce que quand un État veut tenir son rang, il faut que le chef de l'État tienne une ligne. Il ne tient pas de ligne. Il y a 20 mois, il dit « il faut comprendre, il faut ne pas humilier M. Poutine ». 20 mois plus tard, il dit « on peut envisager l'envoi des troupes ». Là encore, au début de ce qu'a fait le Hamas, groupe terroriste, il dit « on va former une coalition internationale ». Bourde, grosse bourde. Personne n'en voulait. Et puis ensuite, un des premiers a demandé le cessez-le-feu qui serait à l'avantage du Hamas. Vous voyez, ces zigzags, que ce soit sur la scène française ou sur la scène internationale, ont décrédibilisé et terriblement affaibli la France. Donc je dis oui, je réponds à votre question, c'est terrible pour moi. J'en souffre. Bruno Retailleau, Israël, le Hamas, vous en parliez, Gaza, les États-Unis ont présenté pour la première fois, un projet de résolution à l'ONU demandant un cessez-le-feu à Gaza. C'est une première. Vous appuyez cette demande ? Vous trouvez que les États-Unis ont raison aujourd'hui même, compte tenu de l'état de la situation à Gaza ? C'est une situation abominable. Cette situation, ceux qui en sont à l'origine, ce n'est pas l'armée israélienne, c'est le Hamas. C'est d'abord le Hamas. Et je vais vous citer ce que Mme Golda Meir disait au moment de la guerre du Kippour, en s'adressant à l'Occident, je préfère vos condamnations que vos condoléances. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? Elle voulait dire que, pour eux, ils sont dans une guerre existentielle et qu'il faut qu'ils se défendent. Donc, Israël a un droit légitime à se défendre. Je souhaite qu'Israël, néanmoins, sous l'impulsion des États-Unis, entende aussi un autre droit, des populations civiles. Et donc un cessez-le-feu. Et il faut un cessez-le-feu. Mais j'espère que d'ici ce cessez-le-feu, ils pourront anéantir les infrastructures militaires du Hamas. Bien, Bruno Retailleau, un mot sur le trafic de stupéfiants, la lutte contre le trafic de stupéfiants. Vous avez dit hier, c'était sur Public Sénat, en France, il y a un abîme entre les peines encourues, les peines prononcées et les peines effectuées. Peine encourue, vous demandez un durcissement. Peine prononcée, vous demandez un durcissement. Peine effectuée, vous demandez un durcissement, j'imagine. J'imagine. Et j'ai un mot quand même, parce qu'il y a des ambiguïtés, des curiosités, des paradoxes dans votre parti. Sur la construction de prisons. Vous demandez la construction de prisons. Oui. Bon. Vous connaissez le président du département du Val-de-Marne ? Non ? Dites-moi. Olivier Capitano aussi, je le connais très bien. Il est LR. Je le connais très bien. Et il s'oppose à la construction d'une nouvelle prison. Jean-Jacques Bourdin. Oui, non, mais je dis ça parce que de nombreux politiques demandent la construction de prisons, mais personne n'en veut sur sa commune. Je vous remercie de me poser à moi, Bruno Retailleau, cette question, puisque depuis 10 ans, je demande en Vendée, j'ai 2 petites prisons qui sont parmi les plus surpeuplées. C'est inhumain de devoir mettre sur le sol pour que les détenus, qui sont des hommes ou des femmes, peu importe, des matelas. Eh bien, ces 2 prisons, j'ai demandé à ce qu'il y ait une prison et j'ai fait des offres. Je l'ai relancé il y a quelques semaines, le garde des Sceaux, en disant la Vendée est candidate pour l'accueil d'une prison qui soit moderne. Donc je suis aligné. Pour un oiseau, donc, un oiseau, on ne veut pas de prison, mais chez vous, on en veut. Je comprends bien. En tout cas, moi, j'essaie de... Vous avez raison, j'essaie en tout cas d'être aligné. Parce qu'il y a ce paradoxe en France. Oui, mais je sais, parce que les populations... Non, je pense que Olivier Capitano, c'est plus nuancé que ça, c'est qu'à l'endroit
qui... oui, il y a des terres agricoles. Il y a des terres agricoles, etc. Mais... Et je pense qu'ils veulent la déplacer, enfin, ils voudraient que ce soit ailleurs, me semble-t-il, mais je ne veux pas m'engager là-dessus. En tout cas, pour ce qui concerne la Vendée, j'interpelle le garde des Sceaux, je lui en ai parlé il y a peu de temps, il sait de quoi je parle, et j'ai des lettres à l'appui de ma démonstration de ce matin. Il faut une nouvelle prison en Vendée. À propos du garde des Sceaux, vous aviez un mot, vous vouliez dire un mot. Oui, parce que je suis très horripilé par ce qui s'est passé à Marseille. Bon, déjà, l'opération de Marseille, c'est en quelque sorte sur l'opération XXL contre la drogue, c'est très bien d'ailleurs. C'est une opération coup de poing. C'est une opération de boxe. Coup de poing, exactement. À la suite, oui. Je dis ça comme ça. Oui, pas ça vous a choqué d'ailleurs cette photo? Oui, ça m'a choqué, bien sûr. D'Emmanuel Macron en train de boxer. Mais bien sûr, c'est la politique réduite à l'image. C'est bien sûr, ça n'est pas, je trouve, à la hauteur de ce que j'imagine être la fonction présidentielle. Simplement, nous, il y a quelques mois, on a lancé une commission d'enquête sur le narcotrafic. Parce qu'aujourd'hui, ce narcotrafic gangrène les villes, mais aussi les campagnes. Je pourrais même, mais j'ai pas le temps de vous dire ce que j'ai vu dans une campagne vendéenne. Partout. Et donc, ça a déclenché des auditions de magistrats. Et on a auditionné, attention, sous serment. La commission d'enquête, c'est une forme très, 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 très dure et juridiquement très encadrée. Et les magistrats nous ont dit la vérité en disant, écoutez, nous, à Marseille, mais même ailleurs, on a écouté d'autres magistrats, on est en train de perdre la guerre. Et sans doute que cette déclaration a déclenché ensuite l'opération à Marseille. Mais le garde des Sceaux est allé à convoquer les magistrats du parquet et du siège pour les engueuler de cette déclaration. Eh bien, ça n'est pas normal. Pourquoi ? Parce que moi, j'estime que c'est une pression sur des gens entendus qui ont dit la vérité dans le cadre d'une commission d'enquête. Est-ce que, monsieur le garde des Sceaux, y aura-t-il des représailles vis-à-vis des juges ? D'ailleurs, les juges du parquet sont sous sa responsabilité, mais les juges du siège ne le sont pas. C'est grave en matière de séparation des pouvoirs. Et ensuite, nous, on a besoin sans doute d'auditionner d'autres magistrats. Donc, monsieur le garde des Sceaux, ce que vous avez fait à Marseille, est-ce que c'est demain, je vous interpelle, pour interdire aux juges qui viendraient en commission d'enquête au Sénat de ne pas dire la vérité ? C'est grave. Bruno, il faut envoyer l'armée. Certains réclament l'envoi de l'armée dans certains quartiers. Non, l'armée, non. Il y a deux choses. Moi, je pense que cette opération de coup de poing, elle a des vertus, mais il faut la tenir dans le temps. Si on ne la tient pas dans le temps, parce que ça ne marchera pas. Regardez ce qu'ont dit d'ailleurs les narcotrafiquants. Ils ont nargué l'État dès qu'Emmanuel Macron, sur un réseau social, je crois que c'était sur Telegram, ils ont dit on est de retour, etc. Donc, il faut la tenir dans le temps. Par contre, là encore, c'est les peines. C'est le régime. C'est, monsieur le garde des Sceaux, plutôt que d'engueuler les magistrats, il faut qu'ils changent de politique pénale. Et il faut qu'on arrive à avoir un alignement entre les peines encourues, les peines prononcées et les peines exécutées. Moi, je veux des peines minimales. Je veux aussi pour les délinquants, et notamment pour les plus jeunes et les mineurs, une excuse de minorité qui soit abaissée. L'âge de la majorité pénale qui soit abaissé. Il faut être dur avec ces jeunes et qu'on ait des courtes peines de prison. Parce que tous les grands pédopsychiatres nous disent que c'est la seule façon qu'ont ces jeunes de constater les dégâts qu'ils peuvent faire. Bien, j'ai une dernière question. Choisir Aya Nakamura pour les Jeux Olympiques, est-ce humilier le peuple français ? Comme le dit Marine Le Pen, qui dit « elle est vulgaire, c'est du n'importe quoi ». Franchement, là encore, le président de la République. Moi, je lui propose, les Jeux Olympiques, ça doit être, parce que c'est le sport, ça doit être un grand moment de rassemblement. Moi, je pense qu'il faut faire une chose, il faut sans doute faire une sorte de présélection. Il faut dire en français, selon vous, quel est le chanteur, la chanteuse, qui est le mieux à même de nous représenter à la face du monde. Vous verrez, je ne pense pas que ce soit Mme Aya Nakamura qui sera élue, si elle l'est très bien. Aya Nakamura. Aya Nakamura. Comment dites-vous Jaja. Jaja, bon d'accord. Non, franchement, là encore, pourquoi la France humiliée, est-ce qu'elle va pas très loin ? La France n'est-elle pas humiliée par les racistes ? Ah non, mais bien sûr. Mais là, mais là vous changez de registre. Non, on a encore une fois les Jeux. On est fiers. L'Olympisme, Pierre de Coubertin, c'est un moment donné où la France va rayonner. Est-ce qu'on pourrait peut-être, pour les Jeux Olympiques, se rassembler ? Retrouver notre unité derrière le sport. Nakamura, c'est pas se rassembler. Non, ce que je dis, moi, c'est que je propose une méthode pour associer tous les Français. Il y a tellement de chanteuses et de chanteurs de talent, voilà, entre Corneille, enfin bref, et bien d'autres. Je ne veux pas les citer parce que, vous voyez, il y en a trop. Bon. Merci Bruno Retailleau. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci. 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite.